Alors, je vous demande votre attention encore 5 minutes puisque nous avons un message du garde des Sceaux en clôture de ce congrès. Voilà. Monsieur le Président du Conseil des barreaux européens, Monsieur le Président du Conseil national des barreaux français, Madame la bâtonnière de Paris, Monsieur le Président de la Conférence des bâtonniers, Monsieur le bâtonnier de Strasbourg, Mesdames et Messieurs, je suis heureux d'intervenir aujourd'hui pour clôturer vos travaux car non seulement le thème que vous avez traité m'est cher, mais il s'agit du premier événement de la présidence française dans le domaine de la justice. Je tiens donc à féliciter Laurent Petiti et la délégation des barreaux de France pour cette belle initiative. Vos travaux se rattachent directement aux priorités de la présidence française, l'Europe qui protège et la défense de l'État de droit. Comme le rappelle régulièrement le président de la République, le combat pour l'Europe et le combat pour l'État de droit sont indissociables. La construction européenne est née de la volonté de restaurer les valeurs humanistes et la primauté du droit sur l'arbitraire après les horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Défendre l'État de droit, rappeler l'importance de l'égalité, de la lutte contre toutes les haines et les discriminations, c'est l'essence profonde de l'Europe. C'est aussi un peu le rôle des avocats. Lorsque l'État de droit est en danger, les avocats sont d'ailleurs souvent parmi les premières victimes. L'Europe qui protège, c'est une Europe où la justice s'exerce plus facilement à travers les frontières. L'Europe qui protège, c'est aussi une Europe où, partout, une personne mise en cause bénéficie d'un même socle de droits pour se défendre. Car l'Europe de la justice est une Europe de progrès. En quelques décennies, la reconnaissance mutuelle des décisions de justice a donné corps à l'espace judiciaire européen et avec elle, les droits des personnes mises en cause dans les procédures ont progressé. Le droit à l'information dans les procédures pénales qui impose, par exemple, que toute personne suspectée reçoive un document énonçant dans des termes simples et accessibles, dans une langue qu'elle comprend, les droits dont elle bénéficie. La clarification du droit à l'assistance d'un interprète à tous les stades de la procédure. Le droit des mineurs à être systématiquement assistés d'un avocat. Le droit des personnes suspectées d'être présentes à différents actes de l'enquête, lors des reconstitutions par exemple. L'accès à l'aide juridictionnelle pour les personnes sans ressources en matière civile comme en matière pénale. La liste est longue et elle n'est pas close. Elle nous rappelle que l'Europe a su faire évoluer les législations nationales pour renforcer les droits des personnes et assurer leur accès à la justice. Ce progrès par le droit est un travail jamais achevé que l'Europe nous appelle à poursuivre ensemble. Votre colloque a aussi été l'occasion d'aborder la question de la protection des droits des migrants. À cet égard, la situation des mineurs non accompagnés me tient particulièrement à cœur. Un séminaire organisé par le ministère de la Justice sera consacré à ce thème en avril pour échanger entre pays européens sur la façon dont nous pouvons travailler sur ce phénomène douloureux et ô combien difficile. J'ai également vu avec intérêt que vous avez abordé la question des procédures bâillons. Instrumentaliser la justice pour intimider des journalistes, des représentants de la société civile, des chercheurs, voire des avocats, est inacceptable. Ce phénomène s'accroît depuis plusieurs années et constitue une menace sérieuse pour les libertés d'expression et d'information. En France, il prend parfois une tournure inquiétante. Le projet de directive annoncé pour le mois d'avril devrait instaurer des garanties procédurales contre les procédures bâillons
et des mesures de soutien pour ceux qui en sont victimes, tout en préservant le droit fondamental d'agir en justice. Si, comme cela a été annoncé, le texte ne concerne que les procédures transfrontalières, il sera essentiel qu'en droit interne, les États membres se dotent de dispositifs du même type. Les avocats auront, en tout état de cause, un rôle central dans la mise en œuvre de telles dispositions. Vous avez enfin abordé le sujet de la gouvernance durable des entreprises. Il en va sur ce point également de l'Europe qui protège, de l'Europe des valeurs. L'instauration d'un devoir de vigilance européen placera l'Europe dans un rôle de référence mondiale en matière d'intégration par les entreprises des enjeux de durabilité et de droits fondamentaux. La présidence française se penchera dans la filière économique et non dans la filière justice sur la proposition de la Commission européenne dès qu'elle sera adoptée. Au-delà de ces différents thèmes, il me semble que vos travaux ont mis en lumière le rôle de l'avocat comme acteur fondamental de l'état de droit. Par sa vigilance, l'avocat veille aux garanties d'un procès équitable, au respect effectif de la présomption d'innocence et au droit à la sécurité personnelle. Par sa capacité d'action, il exerce les voies de recours contre l'arbitraire, l'abus de droit ou l'abus de pouvoir, y compris devant les juridictions constitutionnelles et internationales. Cette vigilance et cette capacité d'action doivent être protégées. L'Europe doit y travailler, notamment dans le cadre du rapport annuel sur l'état de droit de la Commission européenne. À l'heure où les valeurs humanistes sont trop souvent remises en cause dans le débat public, je suis heureux que vos travaux aient mis en lumière ce rôle fondamental de votre belle institution et qu'il me soit permis, le plus sincèrement, de vous présenter à toutes et à tous une excellente année 2022.